moi, je travaille en réanimation pédiatrique et en néonat, mais je suis quand même anesthésiste, rassurez-vous. Et je voulais vous parler de l'anesthésie loco-régionale en réanimation. C'est un sujet qu'on m'a proposé et ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est pas fréquent d'en voir en réanimation. Enfin, je sais pas, dans vos différents services où vous êtes passés, soit de les récupérer en post-opératoire dans l'animation chirurgicale, soit d'en faire, d'en proposer dans le cadre de la réanimation chez les patients qui arrivent. C'est pas facile. Le défi, c'est vraiment de rentrer en réanimation et pourtant, il y a des données. On va les voir, on va en voir quelques-unes, notamment sur le préopératoire et le périopératoire et sur le post-opératoire, avec des choses sur diminution de la morbimortalité, avec un confort qui est meilleur. Et on a des données de sécurité qui sont importantes depuis l'avènement de l'échographie, puisque toujours le problème de l'anesthésie loco-régionale en réanimation, c'est que c'est souvent des patients intubés, ventilés. Donc on a les moyens de surveillance clinique qui disparaissent, les douleurs à la ponction pour tout ce qui est toxicité neurologique, ou les toxicités systémiques comme voilà, les altérations neurologiques, les troubles du rythme, voilà, des choses comme ça qui sont un peu moins perceptibles chez le patient qui est ventilé. Et du coup, est-ce que c'est vraiment un problème, la douleur en réanimation? C'était juste avant de vous parler vraiment de la LR, il faut quand même dire que oui, c'est vraiment un problème. Parce que si on regarde les séries, 30 à 50% des patients de réanimation au repos décrivent une douleur. Donc c'est quand même très fréquent. Et lorsqu'on fait des gestes invasifs de réanimation, alors ça va de la pose du cathéter à l'aspiration trachéale, hein, tout bêtement, aux soins, on atteint 80% des patients de réanimation qui sont douloureux. Et la douleur, ça entraîne quoi en réanimation? Eh bien, ça, on le sait, on ne va pas détailler, hein, le stress, l'activation du système nerveux autonome, tout ce qui est les accidents ischémiques, myocardiques, l'hypercatabolisme, les élus, les troubles cognitifs, probablement des troubles du système immunitaire, les atteintes respiratoires. Tout ça fait que ça retarde la sortie de réanimation, ça aggrave la morbidité, probablement la mortalité, et que le fait de traiter ces douleurs, c'est quand même assez important. Qu'est-ce qu'on a en réanimation? On a les morphiniques, alors ça, on en a des quantités, et c'est probablement dose dépendant, hein, tous les effets secondaires qu'on observe, avec, pareil, on ne va pas détailler non plus, tout ce qui est dépression respiratoire, les nausées, le prurite, rigidité, le fait qu'on est sédaté plus longtemps, les troubles cognitifs, l'ILEUS, la rétention urinaire, la tolérance, etc., jusqu'à l'immunodépression post-opératoire ou la récurrence cancéreuse. Donc les morphiniques en réanimation, on n'aime pas trop. L'anesthésie loco-régionale, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui existe? Quelles sont les grosses données? Alors juste avant de vous parler de l'anesthésie loco-régionale qu'on peut faire en réanimation, les données sur le pré- et périopératoire et les patients qui ont par exemple de l'anesthésie loco-régionale et qui arrivent en réanimation avec cette anesthésie loco-régionale, là il y a des choses de lourdes. Je vous ai mis juste une méta-analyse qui est pour moi un grand pas sur l'anesthésie loco-régionale en réanimation. C'est vraiment c'est 9000 patients, c'est un gros truc avec, on a regardé la péridurale et la morbimortalité en post-opératoire des chirurgies lourdes. Alors c'est chirurgie uro, abdos, il y a du vasculaire, il y a du gynéco, il y a de la thoracique, il y a tout dedans. Et en gros, si on regarde ça, leur résultat, c'est que ça diminue la mortalité par rapport au groupe sans anesthésie péridurale. Alors ils ont beaucoup de mortalité dans ce travail, peu importe. Et sur la morbidité, ça diminue tout ce qui est trouble du rythme, type de fibrillation, tout ce qui est thrombose veineuse profonde, tout ce qui est... Bon. Il y a d'autres limites dans cette étude, hein. C'est avant tout ce qui est réhabilitation précoce, mais tout ça pour vous dire qu'avoir de l'ALR, c'est peut-être de la sécurité, du confort, mais aussi de la morbidité et de la mortalité en moindre. Juste pour parler du post-opératoire et de l'importance de la péridurale en réanimation pour le post-opératoire des chirurgies lourdes, sans détailler non plus, beaucoup en chirurgie thoracique, l'anesthésie péridurale a beaucoup donné. Alors là, on avance de plus en plus, et on en fait de plus en plus vers le bloc paravertébral, plus ou moins la mise en place de cathéters pour ces chirurgies, lorsque c'est notamment une atteinte unilatérale, avec notamment un avantage sur l'hypotension artérielle. Il y a quand même moins d'hypotension artérielle avec le bloc paravertébral. Tout ce qui est chirurgie cardiaque, la péridurale aussi a beaucoup donné et donne encore, même si on fait de plus en plus de blocs paravertébraux aussi en chirurgie cardiaque. On est plus confronté aux troubles de l'hémostase dans ce genre de chirurgie, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi. Dans la chirurgie abdominale lourde, la péridurale est aussi présente. Alors, il y a eu les cathéters d'infiltration continue chirurgicaux qui sont encore utilisés. Les résultats sont quand même assez discordants encore, mais il y a des équipes qui le font. La carcinologie, alors là, c'est tous les avantages sur l'épargne morphinique, sur le fait de la récurrence cancéreuse. C'est des données aussi discutées, mais on a quand même pas mal d'arguments en faveur de la diminution de l'utilisation des morphiniques pour éviter la récurrence cancéreuse. Et en vasculaire, les avantages de la péridurale, notamment, enfin, ce qui est mis en avant, c'est tout ce qui est diminution de la post-charge, enfin, le bloc sympathique,
qui permet de favoriser la perfusion, la vasodilatation et diminuer les risques d'ischémie. Donc, il n'y a pas que la douleur, il n'y a pas que ça, il y a aussi des avantages, notamment sur vasculaire. Alors ça, qu'est-ce que c'est c'est mes images perso. C'est de la pédiatrie, je suis à l'assistance publique, je n'ai pas un super échographe. Donc on fait ce qu'on peut. C'est pas de super bonne qualité, mais ça c'est ce qu'on peut faire en réanimation, par exemple chez des enfants post-opératoires de chirurgie thoracique. Bon, c'est un bloc paravertébral, voilà, avec l'aiguille qui vient. Alors en pédiatrie c'est un peu plus compliqué, on voit moins bien. Enfin, Olivier disait que c'était facile, c'est vrai, ça diffuse, c'est facile, on voit mieux les structures. Après, là, si on n'a pas la bonne sonde, si on n'a pas la canne de golf, comme c'était le cas là, on repère moins bien. Bon, bref. Donc le bloc paravertébral, c'est bien en thoracique et sur les indications de traumatisme thoracique, notamment. Alors là, c'est même recommandé, hein, si on regarde les RFE 2015 sur la prise en charge du trauma thoracique dans les 48 premières heures, ils vous mettent que l'ALR, il faut y penser chez les patients à risque et chez les patients qui sont douloureux. Pendant 12 heures après le traumatisme thoracique, il faut faire de l'anesthésie loco-régionale. Pourquoi ? Parce que dans les fractures de côte, dans les fractures de sternum ou autres fractures de la cage thoracique, on a des problèmes respiratoires assez vite et que si on n'a pas une analgésie correcte, on s'atelectasie, on se condense, on fait des pneumopathies, on fait plein de complications. Bloc paravertébral, péridural, toujours la même discussion, plus pour le bloc paravertébral maintenant, puisque, encore une fois, dans le trauma unilatéral, hein, on a moins d'hypotension artérielle, donc tout ce qui est un peu instabilité hémodynamique, on aime mieux faire du bloc paravertébral, on a moins de troubles de l'hémostase, si on est en CIVD sur un choc, bon, je n'irai peut-être pas faire non plus un bloc paravertébral chez un patient CIVD, mais bon, on n'ira pas en tout cas faire une péridurale, faire un bloc tronculaire, on va dire. La mise en place de cathéters, oui, si on peut, tout le temps. Alors, les risques infectieux dans la traumatologie, là, c'est clairement mis en avant, mais si on peut le faire, notamment s'il y a des reprises, s'il y a des soins, s'il y a des pansements, si on peut mettre un petit cathéter à distance, façon propre, aseptique, autant le faire, hein, pour des durées qui sont peut-être un peu plus courtes que sur les cathéters d'anesthésie propres de chirurgie, hein, au maximum, je dirais, 48 heures. Il y a d'autres blocs qui sont plus accessibles, par exemple, que le bloc paravertébral en traumatologie thoracique. Il y a le Serratus Plane Block, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le problème du bloc paravertébral, c'est qu'il faut aller le chercher en postérieur. Alors, sur de la traumato, ce n'est pas facile forcément de mobiliser le patient. Celui-là, on peut l'aborder un peu plus en latéral, donc en arrière du grand dorsal. On peut être bloqué juste au-dessus du muscle antérieur, du serratus antérieur, et bloquer les faisceaux intercostaux, avec une analgésie qui est plutôt correcte. Dans la traumatologie périphérique, on va dire, l'analgésie, c'est souvent un peu oublié parce qu'on va être dans l'urgence et qu'on va se dire qu'il faut traiter la défaillance, le saignement, et qu'on va peut-être prendre du retard sur l'analgésie, en tout cas sur l'anesthésie loco-régionale, pas forcément y penser. Et pourtant, c'est faisable. Il y a des recos, notamment pré-hospitaliers, sur de la traumatologie, avec même des recos pour des non-anesthésiques. Hein. Vous connaissez sûrement le fait que les urgentistes ou les médecins hors non-anesthésiques peuvent utiliser la lidocaïne et faire un bloc iliofacial, par exemple, pour un trauma de fémur. Ça peut être fait, et ça doit sûrement être fait en urgence, plutôt pour pouvoir mobiliser le patient, le mettre dans le camion, ou même aux urgences quand il arrive. Hein, un bloc fémoral, un bloc iliofacial, au lieu de vider une seringue de morphine, on se dit quand même qu'on y gagne et qu'on peut faire les radios, le pousser au bloc, l'installer, le fixer, ou le faire par exemple un plâtre, ou immobiliser, ou mettre en traction. Le risque du syndrome d'éloge, ça vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que l'anesthésie loco-régionale diminue ou pas le diagnostic ? C'est discuté. Il y a des papiers qui disent que finalement, on ne passe pas forcément à côté. C'est quand même à surveiller, en tout cas quand on a une fracture assez distale du membre, du tibia par exemple, et qu'on fait un bloc fémoral, il faut quand même y penser. Le fait qu'on ait un bloc sympathique, alors ça, c'est l'avantage toujours de la revascularisation en traumatologie. Lorsqu'on a des ischémies, des compressions, le fait d'avoir un bloc du système nerveux autonome, on peut peut-être gagner sur la vascularisation. C'est des choses qui sont discutées. Le cathéter, toujours le même risque qu'en traumatologie, risque infectieux, mais si on peut le mettre, notamment pour les reprises, pour la mobilisation, c'est pas mal. Et les blocs classiquement proposés dans le cadre de l'urgence, c'est le bloc iliofacial ou fémoral pour tout ce qui est traumatisme du fémur, le bloc axillaire pour l'avant-bras, tout ce qui est transtécal pour la chirurgie du doigt, ou les blocs tronculaires un peu plus hauts, ou les plaies infraorbitaires, par exemple. J'aime bien mettre des photos dégueu dans mes topos. Et là, c'est pas vraiment sous écho, mais c'est rigolo. Les brûlés, est-ce qu'on peut faire de l'anesthésie loco-régionale chez le brûlé ? Est-ce qu'on discute ? On pense déjà aux limites. Est-ce que vraiment on va pouvoir faire un brûlé ? S'il y a une brûlure du bras, il faut être à distance, il faut que ça soit propre. Il
faut que, il y a des problèmes d'inflammation, on va se poser des questions sur la résorption, l'inefficacité qui est moindre. Mettre de l'anesthésie locale dans un endroit qui est inflammé, on va peut-être perdre un petit peu en efficacité, mais on va gagner en toxicité, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc il y a quand même pas mal de limites, mais il y a des gens qui le font, il y a des équipes et ils ont des résultats qui sont pas... Voilà, ils en font, là, c'est 300 patients, il y a de l'infraclaviculaire, il y a du fémoral, il y a du sciatique parasacré. Si on regarde leurs complications, ils n'ont pas grand-chose. Déplacement de cathéter, échec, il y a une infection là, sur un BIF, donc 2%, 56 blocs iliofaciales, donc il y a 2% d'infections qui ont été relevées. Donc c'est faisable sur la chirurgie, notamment sur l'analgésie un peu prolongée, sur mettre un petit cathéter chez un membre d'un brûlé, ça se fait. La pancréatite aiguë, je ne sais pas s'il y en a qui sont passés en réanimation il n'y a pas longtemps, mais c'est un débat sur l'effet de la péridurale, par exemple, dans la pancréatite aiguë, sur la douleur. Bon, ça, il y a des données, en tout cas, de faisabilité qui sont là. Et sur la sympatholyse, pareil, à visée vasculaire, on augmente la perfusion splanchnique, on favorise donc la reperfusion et que, du coup, ça serait peut-être bénéfice. Il y a un travail, je ne sais pas où ils en sont, s'ils devaient inclure un dernier patient, ça c'est la courbe d'inclusion de l'étude EpiPan sur la péridurale dans la pancréatite aiguë. Donc ça, c'est plus dans le risque de ventilation mécanique et c'est ça l'outcome qu'ils ont choisi. On devrait avoir les résultats assez vite pour savoir si c'est bénéfique ou pas dans le fait de ventiler ou pas les patients qui ont une pancréatite aiguë, le fait de leur mettre une péridurale. Sur la faisabilité, c'est faisable, il faut avoir des données un peu plus solides sur la suite pour pouvoir répondre cette technique. Le bloc du ganglion stellaire, c'est des trucs qu'on fait en douleur chronique, notamment, c'est des blocs au niveau C7, là, c'est un bloc sympathique, le ganglion stellaire. Il y a des données sur l'ischémie de membres, il y a des données sur le vasospasme cérébral, sur l'arythmie cardiaque réfractaire, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent, qui sont faites par des équipes, encore une fois, de douleur chronique. Et si on oublie, si on accueille un patient en post-opératoire d'une chirurgie par laparotomie, peu importe, et si l'anesthésiste au bloc n'a pas eu le temps, ou est-ce que le patient remonte, ou il a un petit peu de noradré, on ne sait pas trop, et si donc finalement l'ALR est parfait, est-ce qu'on peut faire quand même, vous accueillez votre patient en réanimation, il y a un tube est ventilé, est-ce qu'on peut faire une ALR? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on va directement vers le sauvage dans la ventilation mécanique? On peut, il n'y a pas de limite, on peut faire tous les blocs de parois dont on a déjà parlé, des tables blocs, des blocs paravertébraux. Alors, les durées, il n'y a pas vraiment de données, mais dans les 12 heures à peu près, généralement, ce qu'on voit dans les 12 heures pour faire une ALR après une fin de chirurgie. Alors, c'est mieux de la faire avant, si on a un cathéter avant la chirurgie, mais là, si on est en post-opératoire, on peut la faire. Et c'est mieux de le faire avant que le patient soit sevré de sa sédation et de le faire dans un contexte où il n'a pas été encore douloureux. Mais ça peut se faire en animation, et ça, c'est ce qu'on fait, nous, par exemple, chez les patients qui remontent au bloc et qui n'ont pas forcément eu d'ALR au bloc opératoire. Est-ce qu'il faut faire des anesthésies locales lors des gestes invasifs de réanimation, mais qui ne sont pas forcément des gestes très compliqués, par exemple la pose de cathéter? Est-ce qu'il faut faire chez un patient intubé, ventilé, sédaté, une locale de xylocaïne large au niveau cervical ou fémoral? Oui, probablement, il faut la faire. Pourquoi? Il y a deux arguments. Le fait que, du coup, vous n'allez pas être obligé de monter les sédations du patient. Là, en réanimation, on est plutôt sur la dose minimale efficace de sédation avec un patient qui doit être confortable mais pas forcément plombé. Donc le fait de s'installer et de faire une procédure invasive, ça risque vous risquez d'avoir besoin d'augmenter le niveau de sédation et d'analgésie et du coup d'augmenter les conséquences néfastes de cette analgésie. Donc cette locale peut éviter ça. Et l'autre argument, c'est que l'hyperalgésie, quand même, ça permet, si vous faites une bonne anesthésie locale, ça peut diminuer l'hyperalgésie. Donc pour les cathéters, pour la pose de drain, le bloc. Le bloc du nerf laryngé supérieur, autre technique qui n'est pas beaucoup faite, on ne voit pas très bien l'image échographique, en tout cas ici. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé en réanimation. Il y a quelques papiers échographiques qui sortent. Il y avait une description anatomique qu'on pouvait faire, qu'on faisait avant. C'est par exemple les indications, c'est pour l'intubation difficile. Ça permet aux patients de tolérer une intubation, de faire un bloc laryngé et d'être intubé vigile, en fait, de tolérer la sonde d'intubation. Donc les repères classiques, c'est l'hyoïde en haut, le cartilage thyroïde en bas et cette membrane entre les deux et le nerf laryngé, la latérale. Il faut faire un bloc bilatéral parce qu'il passe des deux côtés pour avoir une analgésie laryngée complète, enfin une anesthésie laryngée complète. Et des descriptions échographiques comme ce beau papier qui est très joli et qui montre bien l'anatomie en même temps, montrent que l'échographie, ça augmente l'efficacité de ce bloc, le fait qu'il marche sur des données de réanimation.
Les limites de l'anesthésie loco-régionale en réanimation, les troubles de l'hémostase, alors pas forcément congénitaux, mais des choses acquises comme le choc septique, la CIVD dont on a parlé, le patient qui prend des antiagrégants, les patients sous anticoagulants. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui amènent les médecins anesthésistes qui travaillent en réanimation pas forcément à aller vite vers l'ALR. La toxicité nerveuse et systémique dont on a un peu déjà parlé, donc le fait qu'on ne peut pas évidemment chez le patient intubé ventilé contrôler la douleur quand on injecte dans le nerf par exemple, et la toxicité systémique, la convulsion ou le trouble neurologique qui peut conduire au trouble du rythme derrière. Donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément, c'est une surveillance qui nous manque. Le risque infectieux, alors ça il y a des données, la LR en réanimation, est-ce qu'il faut faire une antibioprophylaxie? Probablement pas. Il ne faut pas faire une antibioprophylaxie quand on fait une ALR ou quand on met un cathéter chez un patient de réanimation, parce que bon, ça a un coût et puis ça favorise l'émergence des bactéries multirésistantes, vous le savez. L'asepsie, oui, ça c'est recommandé, mais pas d'antibioprophylaxie. Des troubles hémodynamiques, alors ça c'est tout le blocage du système nerveux autonome, le blocage sympathique dont on a discuté, et les difficultés techniques qui font qu'on n'y va pas aussi souvent parce que il faut aborder, c'est des patients qui peuvent être en sueur, c'est des patients qui peuvent avoir de l'œdème, donc tout ça c'est des difficultés techniques, il faut les mobiliser pour le bloc paravertébral, les tourner sur le côté, donc c'est un peu compliqué chez le patient instable de réanimation. Tout ça pour vous dire qu'on peut en faire, que la douleur en réanimation concerne tous les patients, qu'elle n'est sûrement pas assez bien traitée, qu'il y a des effets délétères de la douleur qui sont bien démontrés, et l'efficacité de l'anesthésie loco-régionale, elle est solide sur les patients de chirurgie lourde. C'est des choses qui sont bien validées par rapport aux toxicités systémiques des opioïdes et tous leurs effets secondaires. La morbi-mortalité, il y a des données qui montrent que l'anesthésie loco-régionale est bien supérieure. On n'a pas parlé des concentrations, de la diffusion de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique des produits anesthésiques locaux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données chez le patient instable de réanimation. Mais il faut évidemment s'en méfier parce que ce n'est pas le même volume de distribution du patient de réanimation. Et il faut faire attention aux limites qu'on a rappelées, notamment les troubles de l'hémostase et l'asepsie qui doit être importante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai une question par rapport... alors là, c'est plus l'anesthésiste qui parle que le réanimateur, mais j'ai travaillé en centre des brûlés et se posait la question de la cicatrisation et de la notion d'hémodynamique régionale. Et on avait essayé pendant un temps, ça s'est arrêté parce que c'était pour défaut, on va dire, manque d'effectifs et de temps de pouvoir le faire, mais on avait carrément mis soit des blocs, mettre des catépéries nerveux, soit carrément des péridurales à ces patients-là pour augmenter, avec une petite vasodilatation, penser à améliorer le taux de cicatrisation. On n'a rien publié, mais on avait plutôt des bons résultats, notamment en distalité sur ces patients-là. Probablement un petit peu moins vrai à la phase initiale, puisqu'ils étaient vraiment dans des états trop graves pour espérer quoi que ce soit. Mais quand on arrivait à la phase, on va dire, de greffe et de couverture cutanée, on avait l'impression que c'était plutôt intéressant. Quel est ton avis sur ces choses-là ? Et penses-tu que ça puisse être intéressant, par exemple, pour des patients qui ont au moins un bas débit distal ou périphérique dans le cas d'un sepsis sévère ou d'un choc septique avec un risque de nécrose, par exemple, de pied ou de doigt. Je ne sais pas si ça a déjà été fait et qu'est-ce que tu en penses ? Non, moi, je pense que c'est intéressant sur les données. Il y a des données en traumatologie. Chez le brûlé, il n'y a pas de données. Les données de traumatologie ne sont pas très solides. Chez le brûlé, je n'ai pas vu de choses vraiment validées sur l'ischémie, sur la reperfusion des organes brûlés. Probablement, c'est la même chose. Et la vasodilatation, le fait de permettre une meilleure vascularisation du membre va probablement aider à la cicatrisation. Le souci chez le brûlé, je ne sais pas si toi tu en avais eu, c'est les soucis septiques. Moi, de l'expérience que j'ai, c'était des cathéters, en tout cas, qu'on ne pouvait pas garder très longtemps. On a des essais de tunnelisation. Il y a des équipes qui tunnelisent les cathéters en traumatologie. Chez le brûlé, je ne sais pas, mais qui peut peut-être permettre d'avancer. Ça, c'est le risque qu'on peut avoir, mais encore plus sceptique. Mais oui, sur la vasodilatation et la récupération, c'est probablement vrai. Et en tout cas, sur les soins et la répétition des soins, c'est vraiment une bonne indication de cathéter, en tout cas chez le brûlé. Quand on multiplie
les reprises, les soins quotidiens, les blocs septiques, c'est à condition qu'on reste propre. Ouais. C'est ça. Sur la qualité de la greffe, enfin de prise de greffe, oui. Probablement. Et après, 5 jours, c'est déjà pas mal. Hein. 5 jours, c'est déjà pas mal. Et les équipes qui tunnelisent, c'est ça, c'est une semaine, ils gardent en faisant remonter un petit peu. Ouais, après, ça s'infecte, ils le retirent. D'autres questions? Oui. En fait, j'aimerais revenir sur le bloc du nerf laryngé. Ouais. J'aurais voulu savoir tout simplement si on pouvait extuber sous ce bloc ou si malheureusement ça entraînait une hypotonie laryngée. Ouais. Le problème, c'est le risque de fausse route hein, quand même. Sur le bloc laryngé, il y a toute la partie haute du larynx, c'est quand même très hypomobile et très tolérante en tout cas. Donc il ne va pas y avoir sur les désécrétions avec de l'inhalation, il y a un gros risque d'inhalation d'extuber sur le bloc laryngé. Donc, ce qui est fait, alors c'est du descriptif. Hein. C'est pour l'intubation difficile, notamment chez l'enfant. Il y a des données pédiatriques là-dessus. J'ai des patients qui ont des difficultés respiratoires, qui ont des difficultés d'accès aux voies aériennes supérieures. Alors, je n'ai pas mis des photos avec des enfants mal formés de la bouche. Et c'est vrai que de garder une spontanée, de faire juste un bloc laryngé et d'essayer de les intuber sous fibro avec le bloc laryngé, c'est un confort. On sait qu'ils respirent tout le temps. Mais par contre, le sevrage de la ventilation mécanique. Alors, il y a des choses sur la tolérance de la sonde d'intubation. C'est vrai que le bloc laryngé, on pourrait se dire, chez les patients qui restent ventilés longtemps, le patient BPCO qui a son tube, un bloc laryngé, ça peut lui permettre de tolérer un peu mieux son tube en fin de sevrage. Ça pourrait être intéressant. Mais il y a toujours ce risque. Oui, justement, on perd l'intérêt du bloc, puisqu'il y a un moment, il faudra bien le lever pour extuber le patient. Et chez les patients puisqu'on fait de plus en plus de sédation vigile, ou de patients qui sont en ventilation spontanée sur leur tube et qui tolèrent très bien leur tube, il y en a qui tolèrent quand même moins bien. C'est vrai qu'ils ont l'air contents hein, sur les vidéos avec leur tube dans la bouche, assis dans le fauteuil. Mais on imagine que ce n'est pas très sympa. Un petit bloc laryngé pour la tolérance de la sonde, ça serait pas mal. Donc ça se fait, mais le risque de fausse route à l'extubation est un peu compliqué. Et puis ça veut dire refaire tous les jours un bloc, parce que les anesthésiques qu'on utilise, une durée d'action illimitée, et puis mettre un cathéter à quelques millimètres, c'est pas facile. Il y a sûrement des gens qui font ça très bien, mais et puis là au niveau du cou, ça ferait bizarre. Mais le refaire tous les jours pour une tolérance quotidienne, c'est un peu, on va s'exposer à des risques. Mais malheureusement, non, c'est un peu risqué, je pense. Merci. D'autres questions? Terminé? Merci beaucoup.